Bonjour et bienvenue sur Univers Fantasy pour cet avis à chaud des Anneaux de Pouvoir, saison 2, épisode 4. Un épisode qui se nomme L'Aîné. Attention, cette vidéo contiendra des spoilers. Ça a été un épisode très intéressant, avec plein de références à Tolkien. J'ai très hâte d'en parler. Comme d'habitude, je vais discuter de cet épisode en parlant des groupes de personnages, et on va commencer au pays de Rhûn avec l'étranger. On a donc eu une énorme tempête de sable qui l'a provoquée, et il part à la recherche de Poppy et Nori et se retrouve mené par une chèvre dans une oasis, en tout cas un espace qui m'a l'air fort vert en comparaison avec le reste de l'environnement, et il rencontre un étrange bonhomme avec une grande barbe qui est en train de prendre soin de son jardin. Il l'ignore un petit peu au début, même s'il a l'air, l'étranger a l'air surpris de voir cet étrange bonhomme, parce que sa carte d'étoiles s'envole et vient se planter dans un olivier, d'ailleurs je crois, il me semble qu'on voit les branches avec des olives, et il voit l'une des branches et il se dit que c'est peut-être ça qu'il cherchait, on le voyait dans les premiers épisodes, qu'il cherchait un bâton ou quelque chose pour pouvoir canaliser sa magie, ou il le voit en vision, etc. Et donc il essaye d'attraper cette branche, ou plutôt d'arracher la branche de l'arbre. L'arbre est pas vraiment d'accord avec, et il se fait aspirer par l'arbre. Et Tom Bombadil, puisque c'est Tom Bombadil, évidemment, vient sortir notre ami l'étranger de l'arbre et se présente. Il dit donc qu'il s'appelle Tom Bombadil, sous les yeux complètement hallucinés de l'étranger. Faut vraiment qu'on lui trouve un nom à ce gars, parce que on peut pas officiellement l'appeler Gandalf tant que c'est pas officiellement Gandalf. C'est un peu étrange de l'appeler l'étranger à longueur de vidéo. L'introduction de Tom Bombadil était très bonne, j'ai beaucoup aimé. Tom Bombadil, il l'avait annoncé, c'était pas une surprise. Je crois que j'aurais presque aimé que ce soit une surprise, parce que je pense que j'aurais sauté sur mon canapé d'excitation, de joie, de curiosité, de pourquoi ils ont mis ce personnage-là, comment est-ce qu'ils allaient le traiter. C'est tellement un personnage étrange et incompréhensible et merveilleux. C'est probablement le personnage le plus Tolkien de tout Tolkien, et à la fois, c'est sans doute celui qui n'a pas de place vraiment en Terre du Milieu, parce qu'il n'a aucun sens. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas un elfe, ce n'est pas un magicien. On n'a aucune idée de qui il est, de ce qu'il fait. Il est Tom Bombadil, comme il se présente lui-même et qu'il ne donne jamais plus de détails. Il existe, si vous êtes curieux et que vous n'êtes jamais enfoncé dans ce labyrinthe-là, il existe des milliers de théories sur qui est Tom Bombadil, qu'est-ce qu'il pourrait être, qu'est-ce qu'il représente, est-ce qu'il représente Tolkien lui-même, ce que je ne pense pas honnêtement, est-ce qu'il est Dieu Eru Ilúvatar, qu'est-ce qu'il est la représentation de l'esprit, de la nature sur Terre du Milieu, etc. Il existe plein de théories. Je pense que, évidemment, la série ne donnera pas de réponse définitive, ce serait une insulte à Tolkien s'il le faisait, mais Tom Bombadil est là parfois pour guider, pour aider un petit peu les personnages, mais sans leur donner d'informations précises, juste il donne des infos, il est là, il sourit et il chante beaucoup, et il chante dans l'épisode, et ça m'a fait tellement plaisir. Quasiment tous les mots qui sortent de sa bouche viennent directement des livres. C'est impressionnant, alors ça ne vient pas évidemment de ce moment-là dans l'histoire, puisque ce moment-là n'est pas dans l'histoire des livres, mais quasiment tout ce qu'il dit, tous les dialogues, viennent en grande partie de la communauté de l'anneau, notamment du chapitre 7, où Tom Bombadil se présente comme étant l'aîné, donc Eldest, qui est le titre de l'épisode, et il dit quasiment la même chose, je vais vous faire la citation, il dit « L'aîné, voilà ce que je suis, croyez-moi, mes amis, Tom était ici avant la rivière et les arbres, Tom se souvient de la première goutte de pluie et du premier gland, il traçait des sentiers avant les grandes gens, et a vu les petites gens arriver, il était ici avant les rois et les tombeaux, et les esprits des tertres. Quand les elfes ont passé dans l'ouest, Tom était déjà ici, avant que les mers soient fléchies. » Qui est quasiment mot pour mot ce qu'il dit dans la série, à quelques différences près, parce que là il fait des références à d'autres choses qui se passent dans la communauté de l'anneau. Mais ils se sont dit, ok, on prend Tom Bombadil, mais on va lui faire dire du Tolkien. Vraiment, quasiment tous ces dialogues, c'est du Tolkien pur et dur. C'est impressionnant. Pour reprendre un petit peu l'histoire,
L'étranger se fait sortir donc de son arbre grâce à Tom Bombadil et se fait accueillir dans la maison de Tom. Il se lave un petit peu, il entend une voix féminine, mais Tom semble dire non, je vois pas de quoi tu parles. Enfin, pas vraiment, il est jamais très clair, Tom Bombadil, c'est le but de Tom Bombadil. Il semble que Goldberry soit pas, pour l'instant en tout cas, dans le coin. C'est la femme de Tom Bombadil qu'on rencontre dans Le Seigneur des Anneaux. Mais on voit sa maison, j'ai adoré sa maison, il y a plein de détails partout, il y a plein d'herbes et de bougies, j'aime beaucoup. On voit à l'arrière son manteau bleu qui fait partie de chansons qu'il chante régulièrement, donc il a tous ses habits de couleur, il a ses bottes jaunes et tout ça. Il sert du pain et du miel à l'étranger. J'ai vraiment... toutes les scènes... J'avais un peu peur, parce que, comme tout le monde, je me suis dit « Waouh, ils prennent un risque », parce que c'est vraiment un personnage compliqué. Parce qu'il ne sert à rien. Strictement parlé. C'est pour ça que Peter Jackson l'a coupé de ses films, c'est pour ça que dans les films d'animation d'il y a longtemps, ces scènes-là avaient été coupées aussi, parce que il aide un petit peu les hobbits qui se pomment, et il raconte tout un tas de choses, il chante beaucoup de chansons, et ils continuent leur voyage. Et ils vont à Bree, c'est juste avant qu'ils arrivent à Bree. Et quand tu lis la première fois La Communauté de l'Anneau, c'est un peu un passage qui peut être un peu difficile, pas parce que c'est pas intéressant, mais ça arrête l'intrigue un petit peu en cours de route, et on passe un chapitre et demi à juste discuter de choses et d'autres, et à chanter des chansons, et à manger de la bonne nourriture. J'aime beaucoup. J'ai relu le chapitre 7 et 8, puisque ça continue ensuite, juste pour me rappeler, donc le chapitre 7 et 8 de La Communauté de l'Anneau, de la Fraternité de l'Anneau, je devrais dire la Fraternité de l'Anneau, c'est la nouvelle traduction. Et ce qui est très, très intéressant, que je me souvenais pas, quand je regardais l'épisode, je m'en souvenais pas directement, mais j'ai relu les deux chapitres là, et dans le chapitre 7 spécifiquement, il y a un moment donné où Tom parle aux 4 hobbits qui sont devant lui, et il leur raconte plein d'histoires, et notamment, il va parler de la colère des arbres envers ceux qui rongent, mordent, brisent, brûlent et tailladent les forêts, et un petit peu plus tard, ils vont discuter des coteaux de tertre et des esprits maléfiques qui les hantent, les esprits des tertres. Si vous avez l'épisode en tête, parce que j'espère que vous avez, parce que l'épisode a été diffusé il y a 3 jours, c'est des éléments qu'on va voir pendant l'épisode. Les Ents, Furax, dans les terres du Sud et dans le Mordor, et les coteaux de tertre, donc les hauts de Galgal. C'est les esprits que rencontrent Elrond et Galadriel contre lesquels ils se battent. Perfection. J'adore le fait... J'y ai pas pensé jusqu'à ce que je relise le chapitre et que je me suis dit, ils ont choisi... C'est forcément volontaire, tu fais pas... C'est pas possible, en fait, que ce soit pas volontaire. Ils ont choisi que l'épisode d'introduction de Tom Bombadil allait contenir plusieurs des histoires que Tom Bombadil lui-même raconte à Frodo, Merry, Pippin et Sam pendant la Fraternité de l'Anneau, pendant la première fois où on le rencontre pour de vrai. Tom Bombadil, ce personnage dans l'histoire des livres de Tolkien, c'est vraiment... Des fois, je peux être fâchée sur les scénaristes, je trouve qu'ils font des choix un peu étonnants et tout ça. Là, chapeau. Parce que la façon dont ils répartissent dans cet épisode-là, on va mettre l'étranger Popinori, dans celui-là, on va mettre Elrond Galadriel, par exemple, qu'on n'a pas dans l'épisode 4, on n'a pas Durin ou Khazad-dûm, etc. Donc il y a eu un choix scénaristique et de montage pour que tous ces éléments soient réunis dans l'épisode où on rencontre Tom Bombadil. Joie et bonheur. Relisez, honnêtement, faites-vous plaisir, relisez le chapitre 7 et 8 de la Fraternité de l'Anneau. Parce que comme je disais tout à l'heure, quand on lit ce livre, la première fois, ça peut être un peu une interruption de l'intrigue et on se dit, ah, on a envie que ça avance. Mais une fois qu'on connaît la Terre du Milieu dans son ensemble, qu'on aime cet univers, pas juste pour l'intrigue telle qu'elle est, il faut que Frodo il fuit, il aille à Rivendell, et ensuite qu'il aille jeter l'anneau dans le Mordor, etc. Quand on commence à s'intéresser juste à l'univers dans son entièreté, ce chapitre, il est magique. Je comprends pourquoi certaines personnes pensent que Tom Bombadil est le meilleur personnage qu'ait créé Tolkien, parce qu'il a quelque chose de spécial, vraiment. Ok, on revient à Rings of Power, promis, c'est probablement la fin de ma parenthèse sur le bouquin. L'étranger et Tom Bombadil ont beaucoup de discussions, notamment l'étranger comprend que Tom a de la magie, qu'il est capable de maîtriser les éléments autour de lui. Encore une fois, pile poil sorti du texte,
Je crois que c'est Goldberry qui le dit, mais quand il dit qu'il ne contrôle pas les éléments, il ne contrôle pas les arbres, le feu, etc., que chaque chose s'appartient à soi-même, ça vient directement de la communauté de l'anneau. Mais l'étranger demande à Tom Bombadil de lui enseigner, de lui expliquer comment fonctionnent ses pouvoirs, et il comprend que les étoiles qu'il voyait dans le ciel, qu'il voyait dans ses visions, vers lesquelles il se dirigeait, le menaient probablement à Tom Bombadil. Tom Bombadil lui explique tout de même qu'il n'est pas le premier magicien, le premier Istar, qu'il a formé, qu'il l'a trouvé et qui a discuté avec et qui a mangé son miel, je crois que c'est comme ça qu'il le présente. Il lui dit notamment que quelqu'un d'autre est venu dans le passé et que maintenant cette personne dirige Rhûn. Et on nous montre ensuite donc le fameux magicien sombre qui est à la recherche de l'étranger. Et d'ailleurs, celui-là dit à ses équipes de se préoccuper uniquement des pieds velus et que lui va s'occuper de l'étranger et probablement il va aller les rejoindre chez Tom Bombadil. Toutes les scènes avec Tom Bombadil m'ont juste rendue heureuse. Et j'adore la chanson qu'on entend en entier à la fin et que Tom chante par petits moments pendant l'épisode. C'était des très jolies scènes, c'était très Tolkien, c'était très absurde et plein de tendresse et de douceur, ce que est Tom Bombadil, avec des moments plus sombres et plus sérieux, parce que ça fait partie aussi de ce que représente ce moment dans l'histoire. Et Tom Bombadil, je ne l'ai pas précisé, dit à l'étranger qu'il devra sans doute faire face à Sauron, faire face à l'obscurité, et surtout empêcher que le sorcier sombre, donc qu'on n'a pas non plus son nom, ce serait bien d'avoir des noms. Ça nous permettrait... Je comprends le mystère, je critique pas. C'est juste que quand on en parle, c'est compliqué de dire le sorcier 1 et sorcier 2. Bref, il faudrait pas que cette personne rentre en ligue avec Sauron, parce que ces personnes deviendraient difficiles à arrêter, si c'était le cas. Je reparlerai sans doute un tout petit peu de Tom Bombadil quand on parlera de Galadriel et Elrond plus tard. Mais j'ai pas de notes, c'était excellent. Peut-être que j'aurais voulu qu'il y ait un peu plus de couleurs dans les costumes. On le voit, comme je disais, on voit à l'arrière son costume bleu, et on a vu des photos, on sait qu'il va être un peu plus coloré après. Tom Bombadil, historiquement, il est très 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 coloré, mais sinon c'était parfait. On reste à Rhûn et on va aller voir Poppy et Nori qui ont donc été envoyés balader un peu plus loin par la tempête et qui sont poursuivis par les cavaliers masqués. On voit qu'elles sont vraiment dans un coin ultra désertique. J'ai beaucoup aimé dans cet épisode, il y a beaucoup de plans très larges où on voit les paysages. J'aime voir la Terre du Milieu dans sa diversité, dans sa beauté, et donc j'apprécie qu'on voit un petit peu. Elle rencontre quelqu'un qui ressemble fortement à un pied velu, et qui se nomme Merrimack, nobody, personne, comme il se présente au début, et qui lui explique qu'il n'est pas un pied velu, mais un forteau, en français, Stoors en anglais, qui sont un autre groupe de proto-hobbits, donc les hobbits qui existaient avant la comté, hein. Et cet épisode, je vous l'avais dit, cet épisode il est très Tolkien, il y a beaucoup de lore, il y a beaucoup de petits éléments à droite à gauche qui ont réjoui mon petit cœur d'appréciatrice de construction d'univers. Vraiment, j'aime beaucoup. Ce personnage a l'air très sympathique et rigolo, il est très hobbit, quoi. Il est un peu maladroit, un peu inconscient. Apparemment, il piquait de l'eau aux humains qui sont dans le coin. On a Poppy qui va réussir à le convaincre de les conduire à son village. J'aime beaucoup ces petites scènes, elles sont très amusantes. Les trois ont une bonne dynamique, notamment Poppy et Merrimack. Sur les quelques petites scènes qu'ils ont ensemble, ils ont l'air d'avoir une bonne vibe. Et Nori derrière. Et il les conduit donc à son village, qui est d'ailleurs une surprise, le fait que des hobbits, Elle pense qu'il n'y a que des pieds velus, mais que des pieds velus, qui ne sont pas des pieds velus, habitent dans des lieux et ne soient pas itinérants, les surprennent beaucoup. Et elle dit une phrase qui est des pieds velus dans des trous. Des trous de hobbits. Ça m'a fait plaisir. Tout me fait plaisir pour l'instant dans ce que je vous montre. J'ai quelques petits soucis un peu plus tard, mais là c'est juste sympathique. On voit un petit peu la construction de ce village, avec des marchés, on voit quelque chose qui ressemble potentiellement à une école, un petit peu, puisqu'on voit un adulte qui enseigne à des enfants. Ça a l'air fort sympathique de vivre chez les Forteaux. Et on rencontre Gund, je crois qu'il l'appelle Gund, je suis allée vérifier son nom complet, c'est Gundabal Earthsolar, prononciation
à confirmer honnêtement, qui semble être la dirigeante du village, qui leur demande des explications, et au début ça commence bien, raconte qu'elles sont là pour essayer d'aider leur ami, et quand elle explique que leur ami est un sorcier, ça se termine plutôt mal, puisque les Forto, le seul sorcier qu'ils connaissent, c'est le sorcier noir, donc potentiellement Saruman, potentiellement un autre mec pas sympathique, et ils se retrouvent donc attachés dans un coin. Pauvre Merrimack se retrouve aussi embarqué, apparemment on le condamne pour avoir mené Poppy et Nori au village, et on leur explique qu'elles vont devoir repartir très vite, et elles mentionnent le fait que leur propre dirigeant aurait lui aussi pas accepté des étrangers comme ça dans leur groupe, donc elles sont pas très surprises. Et elles mentionnent donc que la personne qui les dirigeait s'appelait Sadok Burrows, qui était le pied velu joué par Lenny Henry dans la saison 1, qui meurt à la fin de la saison 1. Et quand elle entend Burrows, la dirigeante des Forto, tique un petit peu, et elle amène Nori voir une peinture sur un des murs un peu plus loin, qui semble montrer l'origine des Hobbits, en fait le début de l'histoire des Hobbits, qui étaient potentiellement tous ensemble au début et qui se sont séparés en cours de chemin. Il y a plusieurs groupes de Hobbits, donc pour l'instant on en a vu 2, donc les Pieds Velus et les Forto. Elle raconte qu'un ancêtre de Sadok Burrows avait décidé un jour de partir à la recherche d'un lieu avec plus de collines, d'arbres et d'eau. Si vous n'avez pas pensé la compter et que vous n'avez pas vu ces images-là à ce moment-là dans votre cerveau, je sais pas ce qui se passe dans votre tête. Elle demande donc à Nori si c'est pour ça qu'elles sont là les deux, qu'elles sont venues leur dire que enfin elles avaient trouvé ce lieu où ils allaient pouvoir s'installer dans un endroit plus plaisant. Et Nori, tristement, dit non, on n'a jamais trouvé de lieu, on a continué à errer, et on n'a pas de maison, on n'a pas de lieu de vie, voyage en permanence. Et on ressent toute la tristesse de Nori. Nori, elle est intéressante parce que majoritairement les scènes avec les Pieds Velus sont là pour amener un petit peu de légèreté, mais par moments, il y a vraiment beaucoup de tendresse et de mélancolie dans ce personnage qui essaye de comprendre sa place dans le monde. Et là, elle comprend aussi que c'était pas forcément leur destinée, on va dire, d'être itinérant, et que peut-être ils pourraient se poser dans un endroit et être en sécurité et être heureux, etc. Bref, c'est une très jolie scène que j'aime beaucoup. Encore une fois, on parle de l'histoire des peuples de la Terre du Milieu et ça fait plaisir. Elles sont interrompues cependant par l'arrivée des cavaliers masqués qui viennent... apparemment, clairement, ils savent qu'ils habitent dans le même coin et tout le monde se connaît. Les Forto sont pas cachés comme peuvent l'être les Pieds Velus. On a une petite scène d'intimidation et Gund refuse d'avouer que les Pieds Velus sont ici. Il dit que non, il n'y a personne ici, il n'y a que des Forto. Malgré clairement, c'est pas un peuple, les Forto ici, qui semble prêt à combattre quiconque. Ils ont l'air assez pacifiques, donc c'est un risque pour elles. Et l'histoire de Poppy et Nori se termine dans cet épisode avec ces cavaliers qui menacent les Forto d'horreur que pourrait commettre le sorcier sombre si jamais ils ne donnent pas Poppy et Nori à ces gens-là. C'était une des scènes très sympathiques, c'était fort plaisant à regarder. J'aime beaucoup l'explication des origines des Hobbits. Je suis curieuse de voir comment ça va se poursuivre. J'ai pas énormément de commentaires à donner sur ces scènes-là. Vraiment, je les ai trouvées très sympathiques. C'était... ouais. Je suis curieuse de voir comment est-ce que la partie étranger Pieds Velus va rejoindre la plus grande histoire, celle de Galadriel et Elrond et Celebrimbor et Sauron, etc. Les Pieds Velus et les Hobbits en général, c'est pas des combattants, donc on les verra pas forcément dans la dernière alliance à se fight avec des épées. Donc je suis vraiment curieuse de voir vers où on va amener. Je pense que évidemment l'objectif ça va être d'entamer le chemin vers la comté et de montrer comment est-ce que éventuellement dans le 3e âge ils vont s'installer dans ce coin-là. Mais j'imagine qu'il y aura forcément un élément aussi de conflit avec Sauron, même s'il est beaucoup plus léger. En tout cas pour les Hobbits, l'étranger potentiellement si c'est Gandalf, même si c'est un autre Istar, aura forcément plus des conflits un peu plus directs on va dire. Dans tous les cas, c'était ces moments de l'épisode qui étaient plutôt plaisants à regarder. J'ai pas vraiment de choses à leur reprocher. Et on va enchaîner sur les scènes qui se passent à Pelargir, avec notamment Arondir et Isildur qui sont partis à la recherche de Théo, qui avait donc disparu à la fin de l'épisode précédent. On les voit donc se balader dans la forêt, on voit Arondir
qui remarque à plusieurs moments des pétales au sol, mais pour l'instant on n'a pas vraiment de détails plus que ça. On les voit discuter donc à Pelargir avec le village. J'ai trouvé ça assez impressionnant que le village au complet se mette à la recherche de Théo. C'est vrai que sa mère était quelqu'un d'assez important, et du coup, par ricochet, j'imagine que lui aussi. Mais je me suis dit que c'était respect, vous avez plein de problèmes en ce moment et vous passez pas mal de temps à rechercher ce gamin. Peut-être qu'ils ont plus d'appréciation pour Théo que moi, ça doit être ça. Évidemment, Arondir est très préoccupé, hein. Il veut protéger le fils de la femme qu'il aimait, et Isildur s'était pris d'amitié avec Théo, donc on comprend tout à fait pourquoi les deux sont investis. Ils commencent d'ailleurs à discuter, j'aime bien ce duo, je trouve qu'il fonctionne plutôt bien, et je suis curieuse de voir. J'imagine, vu ce qui se passe à la fin de l'épisode, que Isildur va accompagner Arondir dans sa recherche de Hadar. Ce qui est intéressant avec Isildur, c'est que jusque-là, lui, et tous les Numénoriens d'ailleurs, sont assez protégés du monde. Ils n'ont pas vraiment vu la vie que tu peux avoir en Terre du Milieu, qui peut être très difficile. Ce qu'on voyait dans la saison 1 en Terre du Sud, où les gens qui habitent là n'avaient pas une vie facile. Ce qu'on peut voir d'ailleurs à Arun aussi, où la météo est compliquée, il y a des orques. Pas à Arun, enfin quoi que peut-être, mais dans les Terres du Sud, il y a des orques, il y a des monstres à droite à gauche. Il y a encore les cicatrices des batailles du Premier Âge. C'est la vie, elle est pas super facile en Terre du Milieu, alors que Numénor, c'est un petit paradis en comparaison. Isildur, depuis qu'il est arrivé en Terre du Milieu, il a des rappels à la réalité, on va dire, assez réguliers, et il se confronte à des choses qu'il n'a jamais eu à se confronter avant, ce qui est intéressant, et je pense que, étant le fils d'Elendil, et donc fidèle aux traditions et au respect de la relation avec les elfes, ça va être un duo assez intéressant, je pense. Il y a un truc sur lequel ils sont au début pas d'accord, c'est que Arondir se méfie immédiatement de Estrid, et il arrive à montrer, donc en soulevant ses cheveux et en montrant la marque qu'elle a dans le cou, qu'elle faisait donc partie des hommes et femmes sauvages qui errent dans la forêt et dans les territoires autour du Mordor, et qui ont prêté allégeance à Hadar. Elle se retrouve donc avec des menottes, et pareil, encore une fois, Isildur, il est un petit peu tout innocent, tout neuf, il connaît pas bien le monde, il s'attendait pas à pouvoir se faire trahir, il s'attendait pas à ce que des hommes et des femmes puissent s'allier avec Hadar, et il est un peu blessé dans son amour-propre, et il va apprendre beaucoup dans cet épisode là-dessus. Elle dit aussi, tu voulais qu'on meure au Mordor. C'était un peu on n'avait pas le choix, c'était soit Hadar, soit mourir, et donc, ce qu'on a vu d'ailleurs dans les premiers épisodes, mais clairement ils sont rejetés par les survivants de Pelargir, donc c'est pas une très bonne situation. On découvre que Théo et d'autres hommes qui étaient donc dans les bois sont dans une espèce de prison faite de branches. Théo discute un petit peu avec les hommes qui sont là avec lui, ils sont pas très sympathiques avec lui, hein, évidemment. Et à côté, Isildur, Arondir et Estrid continuent leur recherche, et Isildur se retrouve bloqué. Pardon, je rigole, parce que toute la tête... Je pense que c'est voulu, ils ont voulu rendre la scène à la fois un peu cool, il y a un petit combat contre une grosse créature, et en même temps montrer le côté un peu absurde des fois des situations, volontairement et un peu rigolo. La tête qui fait genre « Non mais tout va bien, je suis dans des sables mouvants, dans de la boue mouvante, mais tout va bien, pas de problème. » Arondir essaye de l'aider, de le sortir de là, et ils se font tous les deux absorbés par l'étang de boue qu'il y avait devant eux. Il y a une demi-seconde où la série essaye de nous faire croire qu'Estrid va fuir, à la place récupérer une branche pour essayer de les sortir de là, et à la place sort une espèce de créature tentaculaire étrange, qui a un design très, très intéressant. J'ai beaucoup aimé ces scènes, j'ai trouvé ça fun. Franchement, j'avais aucune inquiétude sur le fait que Arondir et Isildur allaient tout à fait bien. Du coup, c'était juste fun. Et Arondir tue, ou en tout cas découpe la tentacule, ils arrivent tous les deux à sortir de la bestiole. Isildur est sous le choc, couvert de boue, et Arondir nous fait une petite blague de... Ça, maintenant, c'est notre dîner pour ce soir. Ce que j'ai trouvé très fun, et un bon moment de caractérisation du personnage, parce qu'on n'a pas eu beaucoup de temps.
C'est le problème des séries actuellement, c'est qu'on n'a pas beaucoup d'épisodes. Je pourrais vous parler de ça sur La Roue du Temps aussi à l'infini. Il n'y a pas assez d'épisodes. En vrai, Rings of Power et La Roue du Temps et d'autres, mais ces 2 séries, je trouve que c'est particulièrement important parce que c'est des séries avec beaucoup de personnages, avec un univers complet qu'il faut expliquer, qu'il faut montrer, et tu leur donnes que 8 épisodes, qui est très peu de temps au final, et du coup, comme tu dois quand même expliquer le monde, expliquer l'intrigue, expliquer la magie, etc., bah, tu passes un petit peu moins de temps sur la caractérisation des personnages. Ce qui fait que le public s'attache moins aux personnages. On les connaît pas bien, du coup on peut pas les aimer autant. Je pense que les gens qui ont lu les livres dans le cas de La Roue du Temps ont un avantage, puisque Egwene, Nynaeve, Matt, on les connaît tellement bien en ayant lu les livres, que dès les premières secondes où on les a vus, on les appréciait déjà. Là où le public qui n'avait pas forcément lu les livres, ils ont passé moins de temps avec ces personnages. Et là c'est un peu pareil, moi j'ai une affection quasi automatique avec cet univers en général, mais c'est vrai que les personnages en eux-mêmes, je les connais moins bien. Et là, jusque-là, Arondir, on l'a vu très sérieux, quasiment non-stop sérieux. Dans la première saison, il était sérieux, amoureux, mais sérieux quand même. Et là, il est sérieux, un peu déprimé, en train de faire son deuil, et à la recherche de son beau-fils. Et du coup, on le connaît pas bien encore. Et donc le fait de le voir faire une blague à ce moment-là, et la tête qu'il fait à ce moment-là, je me dis « Ah ok !» Il a aussi cette facette-là, et donc ça rajoute un peu de personnalité à ce personnage, et ça fait plaisir. Et j'espère que la suite des épisodes de cette saison va voir Isildur et Arondir ensemble, et qu'ils vont continuer à avoir cette dynamique où ils font des blagues un petit peu, et ils ont des moments sérieux. Évidemment, il y aura, je pense que la majorité de la suite de la série sera ultra sérieuse, mais il faut par moments qu'on voit d'autres facettes de leur personnalité. Fin de l'immense parenthèse. Ils décident plus ou moins que, ok, Estrid nous a aidés, on va lui refaire confiance, plus ou moins. En tout cas, Isildur, qui est encore une fois très confiant et très ignorant, accepte de la libérer. Elle lui pique immédiatement son épée et le menace. Honnêtement, il a pas l'air très inquiet, hein. C'est quand même un combattant expérimenté, Isildur. J'ai beau dire qu'il est naïf et un peu ignorant des vraies choses de la vie, il n'en reste pas moins un soldat très compétent. Donc je ne pense pas qu'à ce moment-là, menacé par quelqu'un qui a probablement aucune expérience au combat à l'épée, il n'est pas particulièrement inquiet, mais avant même que ce conflit-là puisse se résoudre, des pétales flottent partout autour de Arondir et des autres, et un immense arbre arrive et balance Estrid contre un caillou, et est sur le point d'écraser notre ami Isildur, qui était allé s'assurer que Estrid n'était pas blessée. Il se fait sauver à la dernière seconde par Arondir, qui stoppe Lent juste avant qu'il écrabouille Isildur. Il le stoppe en parlant en elfique, évidemment. On a plein d'images, c'est un peu compliqué de faire des screenshots parce qu'évidemment c'est un peu sombre. Il y a beaucoup de très beaux visuels dans cette séquence-là. Notamment, il y a un jeu sur les ombres et sur les silhouettes quand la caméra s'éloigne un petit peu, que j'ai beaucoup aimé. On a donc 2 Ents qui apparaissent et qui menacent nos 3 protagonistes. Arondir essaye de les interrompre et de leur dire que, évidemment, l'épée qu'ils tiennent et les armes qu'ils tiennent ne sont pas là pour faire du mal aux Ents et aux arbres en général, et il essaye de calmer la situation. On a aussi Lent avec les fleurs qui lui demande s'il a déjà fait du mal à un arbre vivant, et Arondir, le cœur brisé un petit peu, avoue que oui, que ce qu'on a vu d'ailleurs dans la saison 1, puisqu'on le voit à un moment donné abattre un arbre, et il avoue, provoque un petit peu la colère de Lent, mais il demande le pardon. Il comprend la fureur des arbres, mais demande le pardon. Les Ents mentionnent le fait qu'une armée est passée par là et a brûlé et détruit les arbres autour, c'est pour ça qu'ils sont furieux, c'est pour ça qu'ils s'en prennent aux humains et à Arondir qui sont dans le coin. Et ce qui est la première fois que Arondir entend l'information comme quoi Adar, en tout cas une partie de l'armée d'Adar, a quitté le Mordor. Ils ont une assez jolie conversation autour du pardon. Lent mentionne le fait que ça prend un âge complet, le pardon. Mais clairement, elle accepte à ce moment-là de pas trucider tout le monde.
ce qu'on apprécie, elle donne une fleur à Arondir et les mène vers la prison d'arbres et de branches dans laquelle est enfermé Théo et les autres hommes sauvages du coin. C'est des très jolies scènes. J'étais curieuse, on avait vu qu'il y avait des Ents dans la bande-annonce, j'étais très curieuse de voir comment ils allaient les introduire et quel allait être leur rôle dans l'histoire. Je pense que c'est tout. Globalement, c'est la fin du rôle des Ents, peut-être pas, hein. Peut-être qu'il y a un plus gros rôle, mais j'aime bien le fait que cet épisode prend son temps un petit peu sur plusieurs choses. On avance un petit peu, mais pas énormément dans l'intrigue. Mais on voit aussi le prix que payent les différents peuples de Terre du Milieu. Et quand la montagne du destin a explosé, que le volcan a explosé, ça a détruit une partie des forêts qui étaient dans le coin. Quand l'armée est passée, l'armée de Hadar, et qu'ils ont abattu des arbres, ça a fait du mal aussi aux arbres dans la région. Et donc, je trouve ça intéressant. Je trouve que cet épisode est très Tolkien, dans le sens où prendre le temps de montrer le prix de la guerre, montrer le prix des ténèbres et de l'obscurité que représentent en partie les orques, Sauron et compagnie, c'est important et ça fait partie de cette histoire. Et ça permet à Théo et Arondir de se réconcilier. Théo est très heureux de voir Arondir, et donc il arrête de bouder comme il a fait dans l'épisode précédent. Il le remercie d'avoir tenu la promesse qu'il a faite à sa mère, donc de prendre soin de lui. Donc on a une jolie scène de réunion. Théo est pas trop relou dans cet épisode, ça va. Et on a aussi une autre réunion qui est Estrid avec un des hommes qui était dans la même cage que Théo. Encore une fois, notre pauvre ami Isildur apprend une dure leçon. Isildur, depuis le début de l'épisode, et même depuis l'épisode précédent, était amoureux de la jeune femme. L'amour au premier regard, c'est très commun chez Tolkien, hein, mais pas surprenant que ça existe dans les adaptations. Je trouve ça intéressant de le voir tout meurtri comme ça. Pareil, je me demande pourquoi ils ont senti besoin de rajouter ce personnage de Estrid. Est-ce qu'elle va continuer à être là, ou est-ce que c'est la fin de son histoire complète? Je suis un peu curieuse, parce que pour l'instant, je vois pas vraiment où on va. Mais je pense, comme je disais tout à l'heure, que ça va justifier aussi pourquoi Isildur va accompagner Arondir. Parce qu'il veut pas rester là, parce qu'il est blessé dans son amour-propre, donc il va vouloir partir. Plutôt que de rester à Pelargir, où il y a plus de chances que les Núménoriens reviennent, il va vouloir partir juste pour ne pas rester autour de Estrid. Je pense que c'est ça le but pour l'instant. Peut-être que je me trompe, peut-être qu'il y aura un rôle beaucoup plus important. Et la dernière scène sur ces personnages, c'est donc Arondir qui dit à Théo que maintenant ils doivent continuer à suivre des promesses qu'il a fait, et donc il doit aller à la poursuite de Hadar. Il propose à Théo de l'accompagner et Théo refuse. Il dit qu'il lui aussi il a des promesses, et Arondir l'appelle Lord of Pelargir, Seigneur de Pelargir, ce qui, encore une fois, va dans le sens de ma théorie, qui est que Théo, à un moment donné, aura un anneau. Puisque je pense qu'en effet, Théo, là, à ce moment-là, je pense qu'il a dit aux gens dans sa cage que si ils seraient les bienvenus à Pelargir, ils vont monter leur petite région d'humains, et Théo va faire partie des dirigeants, va les aider, va les mener, et que quand on arrivera au stade où on a 9 anneaux pour les humains, il faut en donner aux rois humains, Théo sera l'un des candidats. C'est une théorie, j'ai pas de preuves pour l'instant, j'ai pas d'informations. Mais je trouve ça intéressant qu'on les connaisse un petit peu, les futurs détenteurs des anneaux des hommes, donc les futurs Nazgûl, hein, pour que ce soit un moment plus déchirant, plus douloureux. Oui, je veux de la douleur dans mes histoires. Il faut que ce soit douloureux, il faut que quand ces hommes-là tombent, subissent sous la corruption des anneaux et deviennent des marionnettes dans les mains de Sauron, il faut que ce soit déchirant, il faut que ce soit horrible. Il faut qu'on se dise mais comment on en est arrivé là, et qu'on comprenne la souffrance de ces personnes-là. Du coup, ça fait 2 saisons qu'on suit Théo, je pense que c'est un bon candidat. Ok, on arrive donc au dernier gros morceau de l'histoire, qui suit Galadriel et Elrond, qui vont donc aller en direction de l'Eregion. Elrond mène la compagnie, Galadriel essaye de jouer le jeu, elle a un petit peu du mal. Clairement, elle a l'habitude de donner les ordres, et se faire donner des ordres par Elrond, ça la gonfle un peu. Mais je m'étais plainte des chamailleries dans les 3 premiers épisodes, entre eux deux et avec Gil-galad aussi. À leur défense, dans cet épisode-là, on voit clairement 2 adultes qui essayent de surmonter leurs différences et qui essayent de travailler ensemble. Je respecte ça. Et ils continuent à avoir des différences. Elrond continue à fermement pas vouloir avoir quoi que ce soit à faire avec les anneaux.
Galadriel continue à penser qu'elle avait raison d'utiliser les anneaux, et elle continue à essayer de les utiliser pour avoir des visions, etc. On a quelques scènes un peu sympas de voyage très Seigneur des Anneaux, Peter Jackson, des grands plans où on voit la compagnie marcher dans les paysages. Ce que j'aime beaucoup, l'une des choses que je reprochais dans l'épisode précédent, c'était qu'on n'avait pas vraiment de notion de distance entre Lindon et les régions, et entre les régions et le Mordor. Là, ils nous donnent... C'est pour ça que je râlais sur les épisodes précédents. Parce que c'est 3 plans. Il y a 3 plans, et immédiatement, tu te dis, ok, ce voyage, il n'a pas duré 5 minutes. Ils ont voyagé pendant quelques temps. Je trouve que la notion du temps continue à être très bancale, j'en reparlerai peut-être plus tard, mais bref, peu importe. Mais au moins, on nous donne des idées des distances. On nous montre la Terre du Milieu, et j'apprécie. On a aussi des super plans de cartes, donc on part de Mistlound, et on va aller tranquillement vers la région, mais on va être très vite interrompu. On a un petit groupe, donc la compagnie qui accompagne Elrond et Galadriel. J'ai pas réussi à avoir un plan avec les 4 en même temps qui fonctionne bien. J'avoue, je suis allée voir leur nom sur IMDb, parce qu'à l'exception de Camnir, qui est au milieu là avec la carte, je crois pas que les autres on donne leur nom, ou en tout cas je les ai pas enregistrés. Donc on a Camnir avec la carte, on a Rian, l'archère, et à droite on a Daemor, ou Daemor, et à gauche le blond s'appelle Voroil. Donc c'est nos 4 elfes qui vont accompagner Elrond et Galadriel sur le chemin pour Eregion, et on sait qu'en partie qu'ils ont été conseillés par Galadriel, qui connaît bien les soldats, elle a été commandante des armées du Nord. Ils sont interrompus très vite sur leur chemin par la destruction d'un pont, et on a plein de belles images. Cet épisode est très beau. Je sais pas si j'ai juste pas fait attention dans les 3 premiers, parce que j'étais prise dans autre chose, et je pensais à Sauron et à Anatar, et du coup je ne pensais pas à faire attention aux plans. Cet épisode est magnifique, il y a des plans, on enchaîne, on voit les paysages de la Terre du Milieu, on a plein de plans larges, splendides. Galadriel et Elrond discutent à nouveau à ce moment-là. Leur conflit revient sur l'utilisation de l'anneau, puisqu'ils discutent de quel chemin prendre, aller au sud ou au nord, ou je sais plus c'est quoi les directions, peu importe. Et Galadriel dit il faut pas qu'on aille dans cette direction-là, parce que je sens la malice et je sens le mal dans ce sens-là. Il faut mieux prendre l'autre route qui sera plus longue, mais qui n'a pas la même vibe. Et Elrond refuse catégoriquement de prendre le moindre conseil qui serait dirigé par l'anneau. Et il utilise son rang supérieur à ce moment-là pour lui dire non, on va par là. Et ils arrivent donc à Tirngotad en Sindarin et les coteaux des Tertres ou les hauts de Galgal en français, Barostan en anglais, je peux vous les faire dans d'autres langues si vous voulez, qui sont donc des tertres avec des tombeaux. Elrond mentionne très rapidement qu'il y a des rois morts qui sont enterrés dans le coin, mais pas d'inquiétude, les morts, ils sont morts, on avance. Sauf que, très vite, Daemor se fait attraper par des machins et entraîné dans l'un des tombeaux. Il est sous-entendu qu'il est mort, et les esprits des tertres surgissent et flottent, des espèces de cadavres qui flottent au-dessus, avec du brouillard partout, des bons visuels un peu horrifiques, comme on les aime. Ils ont des anneaux et des colliers autour de leur cou. Je mentionne ça parce que c'est mentionné en Seigneur des Anneaux, et du coup, chapeau. Et la compagnie se met en action, et évidemment essaye de combattre ces esprits maléfiques. Et le problème, c'est qu'ils ne réagissent pas du tout aux armes classiques, ils se reconstituent immédiatement. Elrond utilise son petit cerveau. Il faut pas oublier que Elrond, c'est quelqu'un de très intelligent. C'était un politicien dans la saison 1, on montrait que c'était ça son rôle. C'est un guerrier compétent, mais oui, c'est quelqu'un de très intelligent. Et donc là, c'est en partie ce qu'il montre, qu'il se souvient que dans l'histoire, il est dit que seules les armes qui sont enterrées avec ces anciens rois peuvent leur faire du mal. Il récupère donc certaines de ces armes et arrive à les détruire. Il les donne aussi au reste de la compagnie, qui détruisent très vite ces esprits maléfiques. Et si vous vous souvenez, si vous avez lu La Communauté de l'Anneau, La Fraternité de l'Anneau, et que vous vous souvenez donc du chapitre 8,
Exactement, donc le chapitre qui se passe juste après qu'on ait rencontré Tom Bombadil, les hobbits partent de chez Tom Bombadil et sont immédiatement interrompus par exactement la même chose, sauf qu'ils n'ont pas exactement la même réaction puisque c'est des hobbits qui ne savent pas se battre et ils se font attraper et Tom Bombadil doit venir les aider. À ce moment-là, ce que j'ai trouvé intéressant parce que là on a 5 elfes extrêmement compétents, parmi les meilleurs des meilleurs, des combattants avec les meilleures armes qui existent sur la Terre du Milieu. Et ils ont beaucoup de difficultés à s'en débarrasser jusqu'à ce que Elrond se souvienne de la façon de faire. Tom Bombadil, il arrive, il chante une chanson et c'est la fin de l'histoire. Je crois qu'on ne réalise pas à quel point Tom Bombadil, il n'y a rien qui est une menace pour lui. Et non seulement ces êtres, ces esprits sont présents dans la Fraternité de l'Anneau, ils sont aussi présents dans le livre Les Aventures de Tom Bombadil, avec les poèmes autour de Tom Bombadil, et on voit Tom Bombadil faire face à ces esprits, et juste il leur dit « foutez-moi la paix », et ils s'en vont. Attention, hein, je dis pas que c'est une mauvaise représentation des esprits des tertres, au contraire c'est une excellente représentation des esprits des tertres, mais c'est pour montrer à quel point Tom Bombadil c'est le plus fort de toute la Terre du Milieu à tous les stades, j'allais dire à ce stade-là de l'histoire. Mais non, à tous les stades de l'histoire. Il n'y a jamais eu quelqu'un, il n'y a aucun autre personnage qui aurait pu se débarrasser aussi facilement de ces esprits maléfiques. Deuxième point que je voulais faire par rapport à ces esprits, c'est que c'est un bon rappel que Sauron est un nécromancien. Si vous vous souvenez de The Hobbit, de Bilbo le Hobbit, Sauron n'est pas vraiment mentionné, puis c'est pas vraiment l'antagoniste de l'histoire, mais on parle d'un nécromancien pendant cette histoire, et Gandalf est particulièrement inquiet du nécromancien. Le nécromancien étant Sauron, hein. Donc faire en sorte que les morts restent pas très très morts, c'est un peu son truc aussi, Sauron. Bref, il pleure la mort de Daemor, et l'enterre, j'imagine. Je sais pas s'ils ont retrouvé son corps ou pas, bref, c'est pas mentionné, mais c'est pas très très important. Elrond et Galadriel reprennent une discussion à ce moment-là, et ils parlent notamment du prix à payer pour combattre Sauron. Encore une fois, ils sont en désaccord, mais il y a un peu plus de... Chez chacun d'eux, ils acceptent que l'autre ne sera jamais d'accord avec eux. On sent un petit peu la résignation de Elrond qui continue à refuser catégoriquement d'écouter quoi que ce soit qui pourrait être dicté par l'anneau, mais il cherche même plus à se battre contre le fait que Galadriel le fait, et Galadriel accepte. On sent un peu pareil, pas de bonté de cœur, mais à un moment donné, il faut travailler ensemble, ce que j'étais très heureuse de voir, parce que c'est ce que je veux. J'ai pas de problème avec le fait qu'ils soient pas d'accord, je veux qu'ils bossent ensemble. Et c'est une assez jolie discussion. Galadriel parle du fait de protéger les choses plus faibles, qui est le devoir des elfes, etc. C'est une assez jolie discussion. Et elle a une autre vision, envoyée par l'anneau, qui est très intéressante, qui tease fortement, probablement... J'allais dire qui tease le reste de la saison. En vrai, on sait pas. Si vous vous souvenez, je n'arrête pas de faire des références à la communauté de l'anneau. Là, je parle du film, parce que probablement il y a plus de gens qui ont vu les films que de gens qui ont lu les livres, mais c'est pareil dans les livres. Dans la communauté de l'anneau, Galadriel prévient que, par exemple, les visions qu'il y a dans son miroir ne sont pas forcément des visions qui vont avoir lieu. Ça pourrait être des visions de ce qui pourrait avoir lieu. C'est pas forcément le futur. Le futur n'est pas écrit. Et j'ai l'impression qu'elle le comprend dès maintenant, c'est-à-dire qu'elle sait que ce qu'elle voit, c'est ce qui pourrait arriver si Sauron gagne, si il n'arrive pas à prévenir Celebrimbor, etc., etc. Ce qu'elle voit, c'est la couronne de Sauron, Adar, c'est la couronne, il me semble, que Adar a utilisée pour tuer Sauron dans le début du premier épisode, et on voit la main de Adar qui attrape cette couronne. On a une vision de Elrond en armure, menacé par des orques, qui n'a pas l'air en très bonne posture, et on a aussi une vision, et il me semble que ça, c'est les Régions. Que c'est l'entrée des Régions, donc une ville en partie détruite avec des orques. Et je me demande si la statue au milieu, ce serait pas une statue de Fëanor. Pas garanti, mais maybe. Je me demande si on l'a vu dans la saison 1, je me souviens plus. Peu importe. Et il y a aussi une image qui va beaucoup trop vite pour que je prenne un screenshot, qui est Celebrimbor par terre en sang, qui n'a pas l'air de passer la meilleure journée de sa vie. Vision très intéressante. Je pense sincèrement que c'est des images qu'on verra se passer pour de vrai, parce que malheureusement, à ce stade-là de l'histoire, Galadriel et Elrond sont trop tard pour bloquer Sauron, donc c'est mal barré. Et
Galadriel demande à Elrond de lui promettre que la lutte contre Sauron passera avant tout même sa propre vie, et Elrond veut pas baser ses promesses sur des visions de l'anneau, mais globalement accepte de faire cette promesse. Il lui dit que le combat contre Sauron est plus important que la vie de Galadriel. Encore une fois, c'est une très jolie scène, ça rappelle que ces deux personnages-là, on nous avait expliqué en saison 1, on nous l'avait montré en saison 1, qu'ils sont amis depuis des milliers d'années, et ils s'apprécient énormément, donc malgré leur conflit, il y a quand même une confiance et un amour fraternel, hein, pas un amour romantique. Vraiment pas un amour romantique, croyez-moi, c'est pas possible. Pour des raisons qu'on verra peut-être dans les prochaines saisons, si certains personnages font leur apparition. Mais dans tous les cas, ils sont interrompus très vite par les autres elfes, parce qu'ils entendent des sabots au loin. Comme tout le monde, hein, ou presque, Adar et une partie de son armée se dirigent vers les régions, ou en tout cas en direction des régions. Je me suis demandé s'ils allaient vers les régions ou s'ils allaient vers Lindon. Dans tous les cas, c'est par là qu'ils vont. La compagnie d'Elrond les voit et ils sont extrêmement inquiets et ils sont tous d'accord sur le fait que Gil-galad doit être informé au plus vite qu'il y a des orques dans les régions. Catastrophique, ça s'est pas passé depuis potentiellement des centaines d'années. Ils espéraient passer inaperçus, mais Camnir, l'un des elfes de la compagnie, est blessé et fait du bruit et les orques sentent la présence des elfes. À ce moment-là, Galadriel utilise l'anneau pour aider à guérir Camnir un petit peu, en tout cas pour enlever la flèche qui était dans son ventre sans trop de bruit, ce qui est potentiellement un pouvoir que peut faire cet anneau. Galadriel ne sait pas ce que peut faire l'anneau non plus, d'ailleurs elle est surprise tout autant que les autres, mais à ce moment-là, elle décide qu'elle va aller se battre contre les orques pour les arrêter, et elle donne l'anneau à Elrond, et lui dit de partir et de retourner à Lindon, donc pour informer Gil-galad. Elrond, qui n'est pas super heureux, mais Galadriel lui donne pas vraiment d'option, et lui donne cet anneau. Un peu plus tard, il y a une scène où les autres elfes disent « Ah, elle est en train de se sacrifier pour nous sauver la vie », et Elrond mentionne « Non, elle est en train de se sacrifier pour sauver l'anneau ». La façon dont il le dit est un peu négative, mais peut-être pas complètement, dans le sens où elle a raison de faire ça. À ce moment-là, si cet anneau-là tombe entre les mains de Adar, ou pire de Sauron, ce serait catastrophique. Protéger ces anneaux, puisqu'ils sont là maintenant et qu'ils sont en utilisation et qu'ils n'ont pas été détruits, même pour Elrond, j'espère que c'est une priorité. Parce que tu veux pas que ce genre de pouvoir tombe dans les mains, surtout pas dans les mains de Sauron, mais même de Adar, qui a beau être une figure plus grise que Sauron, n'empêche que c'est pas un mec cool. Galadriel va donc engager le combat contre les orques, et elle a des moments très très classe, le combat est très 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 cool, il va très vite, hein, c'est pas une très longue scène. Elle est notamment à un moment donné sur un cheval, où elle leur crie « Vous êtes en terre elfique, retournez dans les ténèbres », ce qui est très classe. J'adore ce moment, j'étais à fond. Elle est magnifique, son costume est splendide. J'aime beaucoup son costume. Ils le portent tous un petit peu, le costume gris, là. Je le trouve excellent. Elle est magnifique, elle ressemble vraiment à une guerrière elfique telles qu'on les aime et qu'on les a vues représenter. Et donc c'est un moment très très cool pour ce personnage. Et elle est cependant interrompue par Adar, qui lui dit notamment « Une étoile brille sur l'heure de notre rencontre ». Et ce que je trouvais être un moment très cool, ça nous promet donc une réunion entre Galadriel et Adar, qui s'étaient déjà croisés dans la saison 1, dans un contexte un peu tendu, et qui sont deux personnages qui, je pense, peuvent avoir beaucoup à se dire et qui peuvent avoir une dynamique très intéressante, donc j'ai très hâte de voir la suite. Mais ensuite, j'étais sur TikTok, ça arrive, et j'ai vu des linguistes et des experts de Tolkien, des vrais experts de Tolkien, des gens qui sont capables des gens qui ont étudié Tolkien à l'université, ok, des gens qui sont capables de sortir des choses que moi, il faudrait que je fasse des recherches pendant 3 heures pour les sortir, eux, ils peuvent le sortir comme ça sans avoir besoin d'y réfléchir. J'ai vu ces gens-là s'exciter comme pas possible en voyant cette scène-là. Parce que Adar, à ce moment-là, parle en quenya, et pas en Sindarin. Les elfes, ils ont plein de langues différentes. Principalement, les deux les plus connus, c'est le quenya et le Sindarin. Tolkien aimait beaucoup les langues. C'est son truc. À Tolkien, les langues, il en a créé plein. Et pour les elfes, le quenya, donc qui est la langue que parle Adar à ce moment-là, c'est la langue des elfes qui était installée à Valinor à l'époque. Et tout le monde disait, c'est marrant parce qu'on pensait qu'il s'exprimerait plutôt en Sindarin, qui est la langue qui est plus commune en Terre du Milieu. S'il parle en quenya, ça veut dire qu'il a probablement passé du temps à Valinor. Probablement signifie que ce n'est ni un Avari ni un Teleri. Tolkien, il a écrit plein de détails sur plein de choses, chez les elfes comme chez les autres, mais surtout chez les elfes, et il y a différentes branches d'elfes, et
il y a un groupe d'elfes qui n'est jamais allé à Valinor. Un gros groupe est parti à Valinor au début de leur histoire, il y a milliers et des milliers d'années. Et ils ont vécu quelques temps à Valinor, et puis un certain nombre sont partis, ce qu'on a vu au tout début de la saison 1 de Rings of Power, donc Galadriel et d'autres sont revenus en Terre du Milieu. Ils sont revenus donc, ils ont quitté Valinor. Mais il y a beaucoup de théories sur qui est Adar, et certaines théories étaient que c'était un des elfes qui n'était jamais allé à Valinor. Quelques autres de ces elfes-là ont été torturés et manipulés par Morgoth, et donc ça aurait été logique dans l'histoire que ce soit un Avari ou un Teleri. Là, non. La théorie la plus commune maintenant, c'est que c'est probablement un Noldor. Je pense que ça n'aura pas vraiment d'influence sur l'histoire, c'est juste clairement un elfe qui a été manipulé, torturé, etc. Mais voir les méga experts de Tolkien être tout excités juste par la façon dont il a prononcé, parce que c'était pas juste le fait qu'il utilisait le Quenya, c'était aussi la façon dont il a prononcé cette phrase qui les a rendus tout heureux. C'était assez marrant à voir. Et on arrive donc à la fin de l'épisode, qui était un épisode plutôt intéressant, je dois dire. Qui était un épisode, comme je le disais tout à l'heure, c'est pas un épisode où on a avancé énormément dans l'intrigue, mais il y a eu plein de petits moments vraiment cool. Très Tolkien cet épisode, très Tolkien. Entre Tom Bombadil qui cite du Tolkien à longueur de journée, des discussions autour du pardon, des arbres. Vraiment, il y avait plein de choses qui faisaient vibrer ma corde d'appréciatrice de Tolkien. Je continue à trouver que la justification temporelle de l'histoire, si c'est comme ça qu'on peut l'appeler, n'a aucun sens. Parce que là, on a une armée qui a réussi à faire Mordor, Eregion. Ça prend du temps, ça a dû prendre des semaines et des semaines. Et peut-être qu'ils ont suivi Sauron, Halbrand, Anatar le lendemain, juste après qu'ils soient partis. Pareil, Anatar, je sais pas exactement quand est-ce qu'il est allé recruter des gens, quand est-ce qu'il est allé s'occuper des esprits, des terres, etc. Clairement, il y a on saute des moments, on voit pas tous les moments les uns à la suite des autres, et je suis juste un peu confuse sur ça fait combien de temps. Parce que si on prend les scènes Isildur, Arondir et les terres du Sud en général, j'ai l'impression que ça fait juste peut-être une semaine ou deux que les Núménoriens sont partis et que le volcan a explosé, etc. Mais si je regarde les autres morceaux de l'histoire, ça fait plusieurs mois en fait. Ça fait peut-être une année, je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Ça m'embête un peu, ma propre incapacité à comprendre la temporalité de cette série. Mais ce détail mis à part là, j'ai trouvé cet épisode très, très bon. J'étais prise dans l'histoire, il y avait des bons moments de personnages. Il était beau cet épisode, je l'ai déjà dit, mais il était beau cet épisode. Et j'ai adoré Tom Bombadil, le petit joyau de cet épisode. Ça a fait plaisir, je suis curieuse de voir ce qu'ils vont en faire dans le prochain épisode, si on le voit dans le prochain épisode, ou comment est-ce qu'ils vont conclure ce morceau-là de l'histoire. J'avoue que j'avais passé la semaine à penser au destin de l'Eregion. Oui, je pense à des choses étranges dans mes semaines. Ce qui va se passer en Eregion va être particulièrement intéressant. Et j'ai très très hâte de le voir. Et du coup, je m'attendais, au début, j'ai eu un petit peu de « Oh, on n'a pas eu d'Anatar et de Celebrimbor dans cet épisode », j'étais un peu déçue. Ensuite, en préparant cette vidéo, en voyant des scènes et tout ça, et comme je disais, en relisant un peu de la Fraternité de l'Anneau, pour me rappeler de comment est-ce que Tom Bombadil avait été introduit, etc. J'ai repensé à l'épisode et je me suis dit, putain, ce moment-là, il était cool, Finalement, je crois que j'étais contente d'avoir ces moments de personnages, de prendre un peu plus notre temps. C'est important, je pense, pour qu'on apprécie mieux l'intrigue. Il faut qu'on prenne notre temps sur les personnages, et cet épisode était plus centré sur les personnages que sur l'intrigue. Voilà, en gros, pour l'épisode 4. Merci beaucoup de m'avoir écouté. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et on se retrouve très bientôt sur Univers Fantasy. Bye bye!